Le 12 novembre 1983, le docteur Michel Vernet quitte l'hôpital d'Arles à 22 heures. Il est de garde cette nuit-là, mais annonce qu'il doit passer chez lui récupérer un dossier médical urgent. Sa Peugeot 504 blanche est garée sur le parking du personnel. Les infirmières le voient monter dans sa voiture, allumer les phares et disparaître dans la nuit provençale. Michel Vernet ne reviendra jamais à l'hôpital. Son véhicule sera retrouvé 3 jours plus tard, porte verrouillée, clé sur le contact garé devant sa propre maison. Aucune trace de lutte, aucun signe d'effraction. Juste une absence. Le docteur Vernet a 42 ans. C'est un homme apprécié, méthodique, sans histoire. Marié depuis 15 ans, père de 2 adolescents, il mène une vie rangée dans le quartier de Trinquetaille. Ses collègues le décrivent comme quelqu'un de discret, presque effacé, mais d'une fiabilité absolue. Jamais un retard, jamais une absence injustifiée. Cette nuit de novembre, pour la première fois de sa carrière, Michel Vernet abandonne sa garde sans prévenir, sans un mot, sans un appel. Et cette rupture brutale avec ses habitudes va glacer d'effroi tous ceux qui le connaissent. Personne ne comprend. 34 ans plus tard, en février 2017, un homme se présente à la gendarmerie d'Arles. Il se nomme André Dalmas, il a 68 ans, et il affirme avoir été patient du docteur Vernet dans les années 80. Il dit savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Il raconte une histoire que personne n'avait entendue avant, une histoire qui remet en question tout ce que l'enquête avait établi. André Dalmas tremble en parlant. Il dit qu'il a attendu si longtemps parce qu'il avait peur. Peur de qui? Peur de quoi? Il ne le précise pas immédiatement. Mais son témoignage va rouvrir un dossier que tout le monde croyait enterré. Arles, au début des années 80, c'est une ville où tout le monde se connaît. Les commerces du centre ferment encore à midi pour le déjeuner. Les cafés des boulevards bruissent de conversations en provençal. Et les médecins de famille sont des figures respectées. Michel Vernet exerce à l'hôpital Joseph-Imbert depuis 1975. Il est cardiologue, spécialisé dans les urgences. Un métier exigeant, des hordes de nuit, des responsabilités lourdes. Mais Michel ne s'en plaint jamais. Il aime son travail, il aime soigner. C'est ce que disent tous ceux qui l'ont côtoyé. Un homme dévoué, presque trop. À la maison, Michel Vernet mène une existence discrète, avec son épouse Sylvie, enseignante au lycée Pasquet, et leurs 2 enfants, Julien et Émilie, âgés de 14 et 16 ans. La famille habite une petite maison mitoyenne rue de la Roquette, dans un quartier calme. Pas de luxe ostentatoire, pas de vie mondaine. Les Vernet vivent modestement, dans une routine rassurante. Le week-end, Michel aime marcher le long du Rhône. Parfois, il emmène ses enfants pêcher près de la tour Louma. Sylvie dit qu'il était un homme d'habitude, prévisible, fiable, jusqu'à cette nuit de novembre. Le 12 novembre 1983, Michel Vernet prend son service à 18 heures. C'est une garde classique, rien de particulier au planning. Vers 21h30, il reçoit un appel sur le téléphone de l'hôpital. L'infirmière de garde, Monique Arnaud, entend Michel parler brièvement, d'un ton neutre, presque mécanique. Elle ne prête pas attention aux mots exacts. À 22 heures, Michel annonce qu'il doit rentrer chez lui chercher un dossier patient qu'il a oublié. Il dit qu'il reviendra dans une demi-heure. Monique trouve cela inhabituel mais ne s'inquiète pas. Michel est sérieux. Il reviendra. Sauf qu'il ne revient pas. À 23 heures, Monique essaie de le joindre chez lui. Pas de réponse. À minuit, elle appelle Sylvie Vernet, qui décroche, surprise. Sylvie dit que Michel n'est pas rentré. Elle pensait qu'il était toujours à l'hôpital. Un début de panique s'installe. Monique contacte le chef de service puis la direction de l'hôpital. À 1h du matin, Sylvie appelle la gendarmerie. Michel Vernet a disparu quelque part entre l'hôpital et sa maison. Un trajet de 5 minutes en voiture. 5 minutes qui vont devenir un gouffre. Le lendemain matin, les gendarmes commencent les recherches. Ils interrogent les voisins, les collègues, la famille. Personne n'a vu Michel après 22 heures. Sa voiture n'est pas sur le parking de l'hôpital, ni devant chez lui. Les enquêteurs vérifient les routes entre les 2 points, les fossés, les chemins de traverse. Rien. Le 15 novembre, 3 jours après la disparition, un automobiliste signale une Peugeot 504 blanche garée devant une maison rue de la Roquette. C'est la voiture de Michel. Elle est là devant chez lui comme s'il était rentré, mais Michel n'est pas à l'intérieur, et il n'est pas non plus dans la maison. Avant de continuer cette histoire troublante, je voulais m'adresser directement à vous. Si vous nous regardez en ce moment,
Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous venez. Cela nous aide énormément à comprendre qui nous suit, et ça crée une communauté autour de ces récits d'affaires mystérieuses qui méritent d'être racontés. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez découvrir d'autres enquêtes non résolues comme celle-ci. Et si cette histoire vous intrigue déjà, laissez un like pour nous encourager à continuer à explorer ces zones d'ombre de notre histoire récente. Merci à vous. Et revenons maintenant à Michel Vernet et à cette nuit de novembre. La découverte de la Peugeot 504 devant la maison des Vernet plonge l'enquête dans une confusion totale. Les gendarmes inspectent le véhicule avec minutie. Les portières sont verrouillées. Les clés sont sur le contact. Position arrêt. Aucune trace de lutte à l'intérieur. Le siège conducteur est en position normale, comme si Michel était sorti calmement. Sur la banquette arrière, une sacoche en cuir contenant des documents médicaux, un stéthoscope et un carnet de rendez-vous. Rien ne manque. Rien ne semble déplacé. La voiture est là intacte, mais son propriétaire a disparu. Les enquêteurs fouillent la maison de fond en comble. Sylvie Vernet les autorise à tout inspecter. Les chambres, le garage, le grenier, la cave. Ils cherchent des indices, une lettre, un message, n'importe quoi qui expliquerait cette disparition. Ils ne trouvent rien d'anormal. Les vêtements de Michel sont dans l'armoire, ses affaires personnelles à leur place. Son portefeuille, contenant ses papiers et environ 300 francs, est posé sur la commode de la chambre. Michel n'a rien emporté. Il est parti sans rien, comme s'il avait l'intention de revenir immédiatement. Le dernier à avoir vu Michel Vernet vivant est un collègue infirmier, Patrick Jourdain, qui fumait une cigarette sur le parking de l'hôpital vers 22 heures. Il déclare aux gendarmes avoir vu Michel monter dans sa voiture, démarrer et partir en direction du centre-ville. Patrick n'a rien remarqué d'inhabituel. Michel avait l'air normal, peut-être un peu pressé, mais rien d'alarmant. Patrick termine sa cigarette et retourne à l'intérieur. C'est la dernière image confirmée de Michel Vernet. Un homme montant dans sa voiture, allumant les phares et disparaissant. Les gendarmes interrogent les riverains de la rue de la Roquette. Personne n'a entendu de bruit suspect dans la nuit du 12 au 13 novembre. Personne n'a vu la Peugeot arriver. Une voisine, Madame Ferrier, qui habite juste en face, affirme qu'elle s'est couchée vers 23 heures et que la rue était vide à ce moment-là. Le lendemain matin, vers 7 heures, elle a remarqué la voiture garée devant chez les Vernet, mais elle a pensé que Michel était simplement rentré tard. Elle ne s'est inquiétée de rien. La voiture est donc apparue pendant la nuit, entre 23 heures et 7 heures. Les enquêteurs vérifient l'hypothèse d'un départ volontaire. Ils examinent les finances de Michel Vernet. Aucun retrait bancaire suspect, aucune dette cachée, aucun problème financier. Ils interrogent ses collègues sur son comportement récent. Tous disent la même chose. Michel était comme d'habitude, sérieux, concentré, aucun signe de dépression ou de stress particulier. Sylvie confirme qu'il n'y avait aucun problème dans leur couple, aucune dispute, aucune tension. Michel semblait heureux, ou du moins stable. Rien ne laissait présager une fuite. L'hypothèse d'un enlèvement est alors privilégiée. Mais pourquoi enlever un médecin de province sans demande de rançon? Michel Vernet n'est pas riche, il n'a pas d'ennemis connus, il ne fréquente aucun milieu louche. Les gendarmes explorent la piste criminelle. Ils cherchent d'éventuels patients mécontents, des familles endeuillées qui auraient pu lui en vouloir. Ils épluchent ses dossiers médicaux des derniers mois. Ils interrogent des dizaines de personnes. Aucune menace, aucun conflit, aucune animosité particulière. Michel Vernet semble avoir été un homme sans histoire, sans ennemis. Les semaines passent, les recherches s'intensifient, les gendarmes ratissent les environs d'Arles, les champs de Camargue, les berges du Rhône, les canaux, les fossés. Ils utilisent des chiens, des hélicoptères, des plongeurs pour les zones aquatiques. Ils ne trouvent rien. Pas de corps, pas de vêtements, pas d'objets personnels. Michel Vernet s'est évaporé. Les médias locaux s'emparent de l'affaire. Le Provençal titre « Mystère à Arles ». Un médecin disparaît en pleine garde. Des témoignages affluent, mais aucun n'apporte d'éléments concrets. Des gens croient avoir vu Michel ici ou là, mais rien ne se confirme. Sylvie Vernet, effondrée, lance des appels publics. Elle apparaît à la télévision régionale, suppliant son mari de revenir, suppliant ceux qui savent quelque chose de parler. Ses enfants, Julien et Émilie, vivent un cauchemar. Leur père a disparu sans explication, et personne ne comprend pourquoi. Les mois passent. L'enquête stagne.
Les pistes s'épuisent. Les gendarmes continuent de chercher, mais ils avancent à l'aveugle. Michel Vernet est devenu un fantôme. Un homme qui a quitté son travail un soir de novembre et qui n'est jamais revenu. En 1984, un an après la disparition, l'enquête est au point mort. Les gendarmes n'ont aucune explication rationnelle, aucun indice tangible, aucune piste solide. Le dossier reste ouvert, mais il est progressivement relégué au second plan. D'autres affaires, d'autres urgences. Michel Vernet devient une affaire froide, un mystère non résolu. Sylvie refuse de déclarer son mari officiellement décédé. Elle espère toujours qu'il reviendra ou qu'on retrouvera son corps. Elle espère une réponse. N'importe laquelle. Mais les années passent et le silence persiste. Les Vernet tentent tant bien que mal de reconstruire leur vie. Julien et Émilie grandissent avec cette absence inexpliquée, ce trou béant dans leur existence. Sylvie continue d'enseigner, mais elle ne se remet jamais vraiment. Elle garde la maison rue de la Roquette, gardant tout en l'état, comme si Michel pouvait revenir à tout moment. Les collègues de Michel se souviennent de lui avec tristesse. Certains pensent qu'il a été victime d'un crime. D'autres imaginent qu'il a choisi de partir, pour des raisons qu'on ne connaîtra jamais. Personne ne sait. Et cette incertitude est pire que tout. Pendant 34 ans, l'affaire Michel Vernet reste dans les limbes, un dossier poussiéreux dans les archives de la gendarmerie d'Arles. Un nom dans les registres des personnes disparues. Une histoire que les anciens du quartier racontent encore parfois, avec un frisson. Et puis en février 2017, tout change. André Dalmas se présente à la gendarmerie. Il dit qu'il doit parler. Il dit qu'il sait quelque chose. Quelque chose qu'il aurait dû dire il y a 34 ans. Les gendarmes l'écoutent, intrigués, et ce qu'il raconte va tout remettre en question. André Dalmas a 68 ans. C'est un retraité qui a travaillé toute sa vie comme mécanicien dans un garage d'Arles. Il vit seul dans un petit appartement du quartier de Bariol. Il marche difficilement, aidé d'une canne. Quand il entre dans les locaux de la gendarmerie ce matin de février 2017, il semble nerveux, presque apeuré. Il demande à parler à un enquêteur en charge des affaires anciennes. On le fait patienter, puis on le conduit dans un bureau. Il commence à parler, et son récit va bouleverser tout ce qu'on croyait savoir sur la disparition de Michel Vernet. André Dalmas explique qu'il a été patient du docteur Vernet entre 1981 et 1983. Il souffrait de problèmes cardiaques, et Michel le suivait régulièrement à l'hôpital Joseph Imbert. André décrit Michel comme un médecin attentif, humain, qui prenait le temps d'écouter ses patients. Ils avaient développé une certaine proximité, une relation de confiance. André dit qu'il admirait Michel, qu'il le trouvait différent des autres médecins, moins distant. Mais André révèle aussi quelque chose d'inattendu. En novembre 1983, il a vu Michel Vernet la nuit de sa disparition, et il n'en a jamais parlé à personne. Selon André, le soir du 12 novembre 1983, il se trouvait près du pont de Trinquetaille, vers 22h30. Il était sorti faire une promenade pour se calmer après une dispute avec sa compagne de l'époque. Il marchait le long du quai, fumant une cigarette, quand il a vu une Peugeot 504 blanche s'arrêter brutalement sur le bas-côté, une cinquantaine de mètres devant lui. Il a reconnu la voiture du docteur Vernet. Il connaissait bien ce véhicule. Michel venait parfois au garage où André travaillait pour de petites réparations. André s'est approché, intrigué. Il dit avoir vu Michel Vernet descendre de la voiture, l'air agité. Michel regardait autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. André était sur le point de l'interpeller quand une autre voiture, une berline sombre, s'est arrêtée juste derrière la Peugeot. 2 hommes en sont descendus. André ne peut pas décrire leur visage avec précision. Il faisait nuit, l'éclairage public était faible. Mais il se souvient qu'ils portaient des vestes sombres, des pantalons classiques. Ils ont parlé avec Michel. André était trop loin pour entendre la conversation, mais il a vu les gestes. Michel semblait tendu. André affirme que l'échange a duré à peine 2 minutes. Puis l'un des 2 hommes a pris Michel par le bras, fermement mais sans violence apparente, et l'a conduit vers la berline sombre. Michel n'a pas résisté. Il est monté à l'arrière du véhicule. L'autre homme est retourné à la Peugeot, l'a démarré et a suivi la berline. Les 2 voitures sont parties en direction du centre-ville. André est resté figé, ne sachant pas quoi faire. Il dit qu'il a pensé que c'était peut-être une urgence médicale, que Michel suivait quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il n'a pas imaginé une seconde
que quelque chose de grave se passait. Le lendemain, André a appris par les journaux que Michel Vernet avait disparu. Il a paniqué. Il s'est demandé s'il devait parler, raconter ce qu'il avait vu. Mais il avait peur. Peur de quoi exactement? André explique qu'il avait des ennuis à l'époque. Il fréquentait des milieux un peu troubles, il avait des dettes de jeu et il craignait que son témoignage ne l'expose. Il craignait aussi que personne ne le croie, qu'on le prenne pour un menteur ou qu'on l'accuse d'avoir quelque chose à voir avec la disparition. Alors, il s'est tu. Il a gardé le secret pendant 34 ans. Les gendarmes écoutent André avec attention. Son témoignage est troublant, mais difficile à vérifier après tant d'années. Ils lui demandent pourquoi il parle maintenant. André répond qu'il est vieux, qu'il a des problèmes de santé, qu'il ne veut pas mourir avec ce poids sur la conscience. Il dit qu'il pense souvent à Michel Vernet, à sa famille, à l'injustice de ne pas savoir. Il veut réparer son silence. Les enquêteurs prennent note de tout. Ils lui font décrire encore et encore la scène, les voitures, les hommes, les gestes. André ne varie pas dans ses déclarations. Il semble sincère. Mais est-ce suffisant? L'enquête est officiellement rouverte. Les gendarmes contactent Sylvie Vernet, qui vit toujours à Arles. Elle a 76 ans maintenant. Elle a vieilli avec ce mystère. Quand on lui annonce qu'un témoin s'est manifesté après toutes ces années, elle pleure. Elle veut savoir. Elle veut comprendre. Les gendarmes l'interrogent à nouveau sur Michel, sur les jours précédant sa disparition. Sylvie répète ce qu'elle a toujours dit. Michel était normal, rien de particulier. Mais les enquêteurs insistent. Y avait-il des appels étranges, des visites inhabituelles? Sylvie réfléchit. Elle se souvient d'un détail qu'elle avait oublié. Dans les semaines avant la disparition, Michel avait mentionné qu'un ancien collègue lui avait demandé un service. Il devait récupérer un dossier médical confidentiel pour quelqu'un. Sylvie n'avait pas prêté attention à cette conversation sur le moment. Elle pensait que c'était lié au travail de Michel. Mais maintenant, ce détail prend une autre dimension. Et si cet appel du 12 novembre, celui qu'a entendu l'infirmière Monique Arnaud, était lié à ce service? Et si Michel avait été attiré dans un piège? Les gendarmes notent cette information. Ils commencent à creuser. Ils recherchent dans les archives de l'hôpital Joseph Imbert les dossiers médicaux de 1983. Ils veulent savoir si Michel avait accès à des informations sensibles, des dossiers qui auraient pu intéresser des personnes mal intentionnées. Ils découvrent que Michel, en tant que cardiologue aux urgences, avait effectivement traité des patients de tous horizons, y compris des personnes liées à la pègre locale. Arles, dans les années 80, n'était pas épargné par le trafic de drogue et les règlements de compte. Est-ce que Michel avait été impliqué, volontairement ou non, dans quelque chose qui le dépassait? Les enquêteurs retrouvent d'anciens collègues de Michel. Certains sont décédés, d'autres ont pris leur retraite. Ils interrogent Monique Arnaud, l'infirmière de garde cette nuit-là. Elle a maintenant 75 ans, elle se souvient bien de cette soirée. Elle confirme l'appel téléphonique que Michel a reçu vers 21h30. Elle dit qu'elle n'a pas entendu la conversation, mais que Michel avait l'air sérieux, concentré. Pas paniqué, mais grave. Après cet appel, il a annoncé qu'il devait partir chercher un dossier. Monique avait trouvé cela inhabituel, mais elle n'avait pas posé de questions. Michel était son supérieur, elle lui faisait confiance. Les gendarmes tentent de retrouver la trace de cet appel téléphonique du 12 novembre 1983. Ils contactent les services de téléphonie. Mais 34 ans plus tard, les enregistrements et les registres de cette époque ont été détruits depuis longtemps. Impossible de savoir qui a appelé Michel cette nuit-là. C'est une impasse. Ils se concentrent alors sur l'hypothèse d'un règlement de compte ou d'une implication dans un trafic. Ils épluchent les archives criminelles d'Arles et de la région pour les années 1982 et 1983. Ils cherchent des liens possibles avec des patients de Michel. Ils identifient plusieurs individus liés au milieu criminel qui ont été traités à l'hôpital Joseph Imbert pendant cette période. Un nom revient. Franck Caselli, un trafiquant de drogue notoire dans le sud de la France. Caselli a été hospitalisé en urgence en septembre 1983 après une tentative d'assassinat. Michel Vernet faisait partie de l'équipe qui l'a soigné. Caselli a survécu, mais il a été arrêté peu après sa sortie et condamné à 15 ans de prison. Il est décédé en 1998 dans sa cellule, d'une crise cardiaque.
Les enquêteurs se demandent si Michel a pu être mêlé à quelque chose concernant Caselli. Ils retrouvent d'anciens membres du réseau de Caselli. Certains sont encore en vie, d'autres sont en prison. Ils les interrogent. Tous nient avoir eu quoi que ce soit à voir avec Michel Vernet. Ils disent que Michel était juste le médecin qui a soigné Caselli, rien de plus. Aucun d'eux ne reconnaît avoir enlevé Michel ou avoir été impliqué dans sa disparition. Les enquêteurs ne trouvent aucune preuve concrète reliant Caselli ou son réseau à l'affaire. C'est une autre impasse. Ils explorent d'autres pistes, d'autres noms, d'autres patients. Rien ne mène nulle part. André Dalmas, le témoin, est à nouveau convoqué. Les gendarmes veulent qu'il regarde des photos de véhicules de l'époque pour identifier la berline sombre qu'il a vue. André fait de son mieux, mais il ne peut pas être précis. Il pense que c'était une grosse voiture, peut-être une Renault ou une Citroën, mais il n'est pas sûr. Les gendarmes lui montrent des photos d'hommes liés à la pègre locale dans les années 80. André regarde attentivement, mais il ne reconnaît personne. Il dit que les hommes qu'il a vus cette nuit-là étaient trop loin, qu'il ne peut pas identifier leur visage 34 ans après. Les enquêteurs vérifient les archives des voitures immatriculées à Arles et dans les environs en 1983. Ils cherchent des berlines sombres appartenant à des personnes suspectes. La liste est longue et sans autre élément, ils ne peuvent pas réduire les possibilités. Ils interrogent d'anciens gendarmes qui ont travaillé sur l'affaire à l'époque. Certains se souviennent vaguement de Michel Vernet, mais aucun n'a de nouvelles informations à apporter. L'enquête initiale avait été minutieuse, mais elle avait buté sur le même problème. Aucun indice matériel, aucun témoin fiable à l'époque. André Dalmas arrive trop tard. La presse locale apprend que l'affaire a été rouverte. Des journalistes contactent la gendarmerie. Le Provençal publie un article. « Affaire Vernet. Un témoin brise le silence après 34 ans. » L'article attire l'attention, mais il ne génère pas de nouveaux témoignages significatifs. Quelques personnes appellent, affirmant avoir vu Michel ici ou là à l'époque, mais rien de concret. Certains proposent des théories extravagantes, impliquant des complots ou des services secrets. Les enquêteurs écartent ces pistes farfelues. Ils restent concentrés sur les faits. Mais les faits sont maigres. Les gendarmes interrogent à nouveau les enfants de Michel, Julien et Émilie. Julien a maintenant 50 ans. Il vit à Marseille et travaille dans l'informatique. Émilie a 52 ans. Elle est médecin comme son père. Elle exerce à Lyon. Tous deux ont construit leur vie avec cette absence, ce manque. Ils disent qu'ils ont longtemps espéré que leur père reviendrait, puis ils ont accepté l'idée qu'il était mort, probablement tué. Le témoignage d'André Dalmas ravive leur douleur, mais aussi un espoir fragile. Peut-être qu'on va enfin savoir. Peut-être qu'on va retrouver son corps. Peut-être qu'on aura des réponses. Julien se souvient que dans les jours précédant la disparition, son père semblait préoccupé. Il passait plus de temps au téléphone que d'habitude. Il semblait un peu tendu. Mais Julien avait 14 ans à l'époque. Il ne prêtait pas vraiment attention aux soucis de ses parents. Émilie, elle, se souvient que Michel avait mentionné qu'il devait rendre un service à quelqu'un, mais elle ne sait pas de quoi il s'agissait exactement. Ses souvenirs sont flous, fragmentaires. Les enfants ne peuvent pas donner d'informations précises. Ils espèrent juste que l'enquête aboutira. Les enquêteurs explorent l'hypothèse que Michel ait pu être témoin de quelque chose de compromettant. Peut-être a-t-il vu ou entendu quelque chose à l'hôpital, quelque chose qui concernait un patient influent ou dangereux. Peut-être qu'on l'a fait taire. Ils recherchent dans les archives médicales des cas inhabituels traités par Michel dans les mois précédant sa disparition. Ils trouvent plusieurs dossiers de patients décédés, mais rien de suspect. Pas de mort inexpliquée, pas de circonstances douteuses. Encore une impasse. Michel Vernet reste un fantôme insaisissable. Les semaines passent. L'enquête piétine. Les gendarmes ont réinterrogé des dizaines de personnes, épluché des centaines de documents, mais ils n'ont aucune preuve tangible. Le témoignage d'André Dalmas est leur seul élément nouveau, et il est invérifiable. Aucun autre témoin ne s'est manifesté pour confirmer avoir vu la scène près du pont de Trinquetaille. Aucune trace matérielle n'a été retrouvée. Pas de corps, pas de vêtements, pas d'objets. Michel Vernet est toujours porté disparu. L'affaire reste ouverte, mais elle semble vouée à rester non résolue. Les enquêteurs ne baissent pas les bras, mais ils savent que sans nouvelles révélations, ils ne progresseront pas. Sylvie Vernet, épuisée par cette nouvelle vague d'espoir et de déception, déclare aux journalistes qu'elle veut juste savoir où est son mari. Elle veut pouvoir le pleurer dignement,
l'enterrer, tourner la page. Elle ne croit plus qu'il soit vivant quelque part. Elle veut juste la vérité, mais la vérité semble inaccessible. Les gendarmes continuent leurs recherches, mais l'affaire retombe peu à peu dans le silence. Encore une fois, Michel Vernet devient une ombre, un mystère qui refuse de se résoudre. Et puis, en juin 2017, 4 mois après le témoignage d'André Dalmas, quelque chose d'inattendu se produit. Le 18 juin 2017, un randonneur se promène dans la forêt de Montmajour, à une dizaine de kilomètres au nord-est d'Arles. C'est un dimanche ensoleillé. Le randonneur, un certain Luc Thibault, aime explorer les chemins peu fréquentés. Il s'enfonce dans une zone boisée dense, loin des sentiers balisés. Il marche depuis 1 heure quand il remarque quelque chose qui brille au sol, à moitié enfoui sous des feuilles mortes. Il s'approche. C'est un objet métallique. Il dégage les feuilles avec son pied. C'est une plaque d'immatriculation de voiture, ancienne, rouillée, à moitié rongée par le temps. Luc Thibault ramasse la plaque. Il peut encore lire le numéro. 2547 TN13. Il ne sait pas pourquoi, mais il sent que c'est important. Il prend son téléphone, cherche le numéro de la gendarmerie locale et signale sa découverte. Les gendarmes lui demandent de rester sur place. Ils envoient une patrouille. En moins d'1 heure, des enquêteurs arrivent sur les lieux. Ils examinent la plaque. Ils lancent une vérification dans les bases de données. Le résultat tombe. Cette plaque appartenait à la Peugeot 504 blanche de Michel Vernet, celle qui avait été retrouvée devant sa maison en 1983. Les gendarmes fouillent immédiatement les environs. Ils quadrillent la zone, mètre par mètre. Ils utilisent des détecteurs de métaux, des chiens. Ils cherchent d'autres objets, des indices, peut-être même un corps. À 50 mètres de l'endroit où la plaque a été trouvée, ils découvrent des fragments métalliques rouillés, des morceaux de carrosserie, des bouts de pare-choc. Ils trouvent aussi des restes de pneus, complètement décomposés. Tout indique qu'une voiture a été abandonnée ici, puis démantelée ou brûlée. Mais où est le reste du véhicule? Et surtout, où est Michel Vernet? Les fouilles continuent pendant plusieurs jours. Les gendarmes étendent le périmètre de recherche. Ils amènent des engins de terrassement pour creuser le sol à certains endroits suspects. Ils trouvent d'autres débris de voitures, mais rien qui ressemble à des restes humains. Pas d'ossements, pas de vêtements, rien. Michel Vernet n'est pas là. La découverte de la plaque relance l'affaire, mais elle n'apporte pas la réponse espérée. Elle pose même de nouvelles questions. Comment la plaque de la Peugeot de Michel s'est-elle retrouvée dans cette forêt, à des kilomètres de l'endroit où la voiture avait été retrouvée en 1983? Les enquêteurs réexaminent le dossier de 1983. À l'époque, la Peugeot 504 avait été retrouvée devant la maison de Michel, apparemment intacte. Les gendarmes l'avaient inspectée, puis rendue à la famille Vernet. Sylvie l'avait gardée pendant quelques années, puis elle l'avait vendue au début des années 90 à un ferrailleur local. Les enquêteurs retrouvent la trace de cette vente. Le ferrailleur, un certain Georges Mallet, a fermé son commerce en 2005 et est décédé en 2010. Impossible de l'interroger. Mais son fils Patrick Mallet se souvient vaguement de cette Peugeot. Patrick Mallet, 55 ans, tient maintenant un garage à Fontvieille. Il raconte aux gendarmes que son père achetait souvent des épaves pour les démanteler et revendre les pièces. La Peugeot 504 de Vernet n'avait rien de spécial. Elle était en bon état quand ils l'ont achetée. Georges Mallet l'a gardée quelque temps, puis il l'a vendue à un acheteur dont Patrick ne se souvient pas du nom. Il dit que son père tenait des registres, mais que tout a été jeté après sa mort. Patrick ne peut pas donner plus d'informations. Encore une piste qui se referme. Les enquêteurs se demandent si la plaque trouvée dans la forêt provient bien de la voiture de Michel, ou si c'est une fausse piste. Ils font analyser les fragments métalliques retrouvés sur place. Les experts confirment que certains morceaux correspondent au modèle de Peugeot 504 de 1978, l'année du véhicule de Michel. La plaque est authentique. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, la voiture de Michel, ou du moins des parties de cette voiture, ont fini dans cette forêt. Mais pourquoi et quand et par qui? Les réponses manquent. André Dalmas est à nouveau convoqué. Les gendarmes lui montrent la localisation de la forêt de Montmajour. Ils lui demandent si cet endroit lui dit quelque chose. André dit qu'il ne connaît pas particulièrement cette zone, qu'il n'y est jamais allé. Les enquêteurs lui demandent s'il est sûr de ce qu'il a vu en 1983. André répète qu'il a vu Michel monter dans une berline sombre et que quelqu'un d'autre a pris sa Peugeot. Il maintient sa version.
Mais les enquêteurs se demandent maintenant si la Peugeot a vraiment été ramenée devant la maison de Michel cette nuit-là, ou si quelque chose d'autre s'est passé. Ils consultent les archives des gendarmes de 1983. Ils trouvent les photos prises de la Peugeot retrouvées devant la maison des Vernet. Ils examinent ces photos avec attention. Ils remarquent un détail qu'ils n'avaient pas relevé à l'époque. Sur l'une des photos, la plaque arrière semble légèrement tordue, comme si elle avait été enlevée puis remise en place. C'est un détail infime, mais troublant. Est-ce que quelqu'un a changé la plaque? Est-ce que la voiture retrouvée devant la maison était bien celle de Michel ou une autre Peugeot 504 maquillée? Les enquêteurs ne peuvent pas le prouver. Les analyses techniques de 2017 ne permettent pas de trancher. Les photos de 1983 sont de mauvaise qualité et la voiture a disparu depuis longtemps. Les enquêteurs décident de fouiller à nouveau les environs de la maison des Vernet, rue de la Roquette. Ils cherchent des indices qui auraient pu être manqués en 1983. Ils interrogent les anciens voisins, ceux qui sont encore en vie. Ils ne trouvent rien de nouveau. La maison a été vendue par Sylvie en 2005. Elle est occupée par une autre famille maintenant. Les nouveaux propriétaires autorisent les fouilles, mais rien d'intéressant n'est découvert. Le mystère de la plaque trouvée dans la forêt de Montmajour reste entier. Les gendarmes émettent plusieurs hypothèses. Première hypothèse. Michel a été enlevé, sa voiture a été utilisée par ses ravisseurs, puis démantelée et abandonnée dans la forêt. Deuxième hypothèse, la voiture retrouvée devant la maison en 1983 n'était pas celle de Michel, mais une autre voiture similaire maquillée pour faire croire à un retour. Troisième hypothèse, Michel a été tué ailleurs, et des éléments de sa voiture ont été dispersés pour brouiller les pistes. Aucune de ces hypothèses n'est prouvée. Les enquêteurs décident de creuser plus profondément dans l'entourage professionnel de Michel Vernet. Ils interrogent à nouveau ses anciens collègues en insistant sur les dossiers médicaux confidentiels que Michel aurait pu manipuler. Une infirmière retraitée, Janine Leclerc, se souvient alors d'un détail qu'elle avait oublié. Elle dit qu'en octobre 1983, un homme bien habillé était venu à l'hôpital demander à parler à Michel. Il n'avait pas rendez-vous, mais il insistait. Michel avait accepté de le recevoir dans son bureau. Janine ne sait pas de quoi ils ont parlé, mais Michel semblait contrarié après cet entretien. Les gendarmes demandent à Janine de décrire cet homme. Elle dit qu'il avait la cinquantaine, cheveux grisonnants, costume sombre, allure respectable. Elle ne se souvient pas de son nom, et il n'y a aucune trace de cette visite dans les registres de l'hôpital. Janine dit qu'elle avait trouvé cela bizarre à l'époque, mais qu'elle n'y avait plus repensé jusqu'à aujourd'hui. Les enquêteurs cherchent à identifier cet homme. Ils montrent à Janine des photos d'hommes influents ou liés au milieu criminel de l'époque. Elle ne reconnaît personne. Encore une piste qui reste floue. Les gendarmes explorent une autre piste. Michel Vernet aurait-il pu être impliqué, malgré lui, dans un trafic de médicaments ou de faux certificats médicaux? Dans les années 80, ce type de trafic existait, surtout lié aux stupéfiants et aux arrêts de travail frauduleux. Ils recherchent dans les archives s'il y a eu des affaires de ce genre à Arles à cette époque. Ils trouvent quelques cas, mais rien qui lie directement Michel. Aucun de ses anciens patients n'a été impliqué dans ce genre de trafic. Michel semble avoir été un médecin irréprochable, sans aucune zone d'ombre connue. En août 2017, un autre élément surgit. Un ancien détenu, Roger Blanc, écrit aux gendarmes depuis sa prison. Il purge une peine pour trafic de drogue. Il dit qu'il a des informations sur Michel Vernet. Les enquêteurs se rendent le voir. Roger Blanc, 63 ans, a passé la majeure partie de sa vie en prison. Il dit qu'il connaissait Franck Caselli, le trafiquant soigné par Michel en 1983. Roger affirme que Caselli avait parlé de Michel avant de mourir. Selon Roger, Caselli aurait dit que Michel avait été supprimé parce qu'il en savait trop sur un trafic de faux certificats d'expertise médicale. Les gendarmes écoutent Roger avec scepticisme. Roger n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Il dit qu'il a entendu Caselli en parler en prison, mais il ne peut pas donner plus de détails. Roger espère peut-être une réduction de peine en échange de son témoignage, ou il cherche juste à attirer l'attention. Les enquêteurs vérifient ses déclarations. Ils consultent les archives de la prison où Caselli est mort en 1998. Ils interrogent d'autres détenus qui étaient avec lui à l'époque. Personne ne confirme les propos de Roger. C'est encore une impasse. Roger Blanc semble avoir inventé cette histoire. Les mois passent. L'enquête s'enlise à nouveau.
Les gendarmes ont exploré toutes les pistes possibles. Ils ont interrogé des dizaines de personnes, analysé des centaines de documents, fouillé des terrains entiers. Ils n'ont pas retrouvé le corps de Michel Vernet. Ils n'ont pas identifié ses ravisseurs. Ils n'ont pas de preuves tangibles. Le témoignage d'André Dalmas reste leur seul élément solide et il n'est pas suffisant pour résoudre l'affaire. La découverte de la plaque dans la forêt de Montmajour a relancé l'espoir, mais elle a aussi ajouté de nouvelles interrogations sans réponse. Sylvie Vernet décède en novembre 2017, à l'âge de 76 ans. Elle n'aura jamais su ce qui est arrivé à son mari. Elle est enterrée au cimetière de Trinquetaille, aux côtés d'une stèle symbolique pour Michel, même si son corps n'a jamais été retrouvé. Julien et Émilie continuent d'espérer qu'un jour, une nouvelle information émergera. Ils ont créé un site internet dédié à la mémoire de leur père, invitant toute personne ayant des informations à se manifester. Ils reçoivent parfois des messages, mais rien de concret. Le mystère persiste. Les enquêteurs maintiennent le dossier ouvert. Ils savent que dans certaines affaires, la vérité peut surgir des décennies plus tard, parfois par hasard, parfois grâce à un témoin qui se décide enfin à parler. Ils espèrent qu'un jour, quelqu'un dira quelque chose qui permettra de comprendre. Ils espèrent retrouver le corps de Michel pour que sa famille puisse faire son deuil. Mais pour l'instant, Michel Vernet reste une ombre, un fantôme qui a disparu une nuit de novembre 1983 et qui n'a jamais refait surface. Son histoire hante encore Arles. En 2020, un journaliste d'investigation, Thomas Renard, s'intéresse à l'affaire. Il réalise un documentaire pour une chaîne de télévision régionale. Il interroge André Dalmas, les enfants de Michel, les enquêteurs, les anciens collègues. Il explore les archives, les lieux, les pistes. Son documentaire, diffusé en mars 2021, relance brièvement l'intérêt médiatique. Quelques nouveaux témoignages arrivent, mais rien de décisif. Thomas Renard conclut son documentaire en disant que l'affaire Michel Vernet est probablement l'une des disparitions les plus mystérieuses du sud de la France. Il espère que son travail aidera à faire avancer l'enquête. Aujourd'hui, en 2025, l'affaire Michel Vernet reste non résolue. Les gendarmes n'ont jamais abandonné, mais ils admettent qu'ils ont épuisé la plupart des pistes. Ils attendent un nouveau témoignage, une nouvelle découverte, un coup de chance. André Dalmas, maintenant âgé de 76 ans, regrette encore son silence de 1983. Il dit qu'il aurait dû parler immédiatement. Peut-être que cela aurait changé quelque chose. Peut-être que Michel aurait été retrouvé. Peut-être que les coupables auraient été arrêtés. Mais le passé ne peut pas être changé. André vit avec ce poids. Les enfants de Michel, Julien et Émilie continuent leur vie, mais l'absence de leur père reste un vide immense. Ils ont appris à vivre avec l'incertitude, mais ils espèrent toujours une réponse. Ils espèrent qu'un jour, ils pourront enterrer leur père dignement, fermer ce chapitre douloureux. En attendant, ils maintiennent sa mémoire vivante. Michel Vernet n'est pas oublié. Son histoire continue d'interroger, de troubler, de fasciner. Et quelque part, peut-être, quelqu'un sait ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Quelqu'un qui garde le secret. Quelqu'un qui pourrait tout révéler. L'affaire Michel Vernet est l'une de ces histoires qui défient toute logique. Un homme disparaît en pleine garde, sa voiture réapparaît devant chez lui comme par magie, et 34 ans plus tard, un témoin brise le silence. Mais même avec ce témoignage, même avec la découverte de la plaque d'immatriculation dans la forêt de Montmajour, rien ne se résout. Michel Vernet reste une énigme. Un médecin respecté, un père de famille aimant, un homme sans ennemi connu qui s'évapore sans laisser de traces. Sa famille n'aura jamais eu de réponse. Sylvie est morte sans savoir. Julien et Émilie vivent avec cette absence. Ce qui trouble le plus dans cette affaire, c'est le silence. Pourquoi André Dalmas a-t-il attendu 34 ans pour parler? Qu'est-ce qui l'a retenu si longtemps? Et surtout, qui étaient ces hommes qui ont emmené Michel cette nuit-là? Pourquoi ont-ils fait ça? Était-ce lié à son travail, à un patient, à un secret qu'il aurait découvert? Les enquêteurs ont exploré toutes les pistes possibles, mais aucune n'a mené à une conclusion. Michel Vernet est devenu un fantôme, un nom dans les archives, une histoire que l'on raconte encore dans les rues d'Arles. Une histoire sans fin. Si vous connaissez quelqu'un qui vivait à Arles dans les années 80, si vous avez entendu parler de cette affaire, ou si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Chaque détail compte, même des décennies plus tard.
Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez découvrir d'autres enquêtes mystérieuses comme celle-ci. Laissez un like si cette histoire vous a touché, si vous voulez que nous continuions à explorer ces zones d'ombre de notre histoire. Michel Vernet n'a jamais été retrouvé, mais peut-être qu'un jour quelqu'un parlera, et peut-être que la vérité éclatera enfin.